18h20 pratiquement sur CNews et sur Europe 1. On va partir vers Marseille où la majorité n'a qualifié, l'ex-majorité présidentielle n'a qualifié aucun candidat pour le second tour. Qu'est-ce qui se passe dans la cité phocéenne? Qui est arrivé en tête? Stéphanie Rouquier est allée poser la question aux Marseillais. Écoutez. Dans les 7 circonscriptions marseillaises, le second tour des élections législatives va se dérouler sans candidat de la majorité présidentielle. Avec 3 désistements de candidats arrivés en 3e position et 4 prétendants non qualifiés, les électeurs ont marqué leur rejet du président de la République. On n'en veut plus de Macron. Il fait mal les choses. On n'a plus rien depuis qu'il est sur le siège. Moi, je pensais qu'il était jeune, qu'il avait la fougue, qu'il aurait amené des changements, etc. Et au contraire, plus on voit que c'est comme avant, même peut-être en pire. Avec son habitude de venir toujours à Marseille, de mettre toujours Marseille en avant, les défauts, bon, il y en a comme dans toutes les villes, mais il a fait une fixation sur Marseille, mais nous, on n'a pas besoin de lui toutes les 5 minutes ici, quoi. En 7 ans, Emmanuel Macron a effectué plus d'une dizaine de visites officielles dans la cité phocéenne, sa ville de cœur, comme il l'avait qualifié, un attachement manifestement à sens unique. Sa politique ne convainc plus les électeurs marseillais. À Marseille, l'insécurité, ça c'est sûr, en premier. Le pouvoir d'achat, c'est compliqué aussi. Il n'y a rien qui va, hein. Tout est cher, on va tout droit dans le mur si on continue à regarder à M. Macron. Lors du premier tour de ces élections législatives, 63% des électeurs marseillais se sont rendus aux urnes. On parle bien de Marseille, Marseille en grand, la ville vous entendez ce que disent les Marseillais? Oui, mais c'est... François Bouvigny, Éric... mais c'est terrible, parce que jamais un président de la République ne s'était occupé d'une ville comme Macron l'a fait à Marseille, en disant je m'occupe des écoles, de tout, je refais tout. C'est moi qui le fais avec les préfets. Et alors, le problème, c'est quand on dit ça, les gens ne voient pas le résultat tout de suite. Non. Parce que le plan qu'il fait Marseille en grand, c'est pour dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc les gens disent, nous on n'a rien vu, donc il faut qu'il dégage. Mais là, pas un candidat qualifié. Non, mais je pense que c'est à l'aune de l'image que le président de la République a aujourd'hui partout dans le pays, en réalité. Il y a un rejet d'Emmanuel Macron. Alors François Pupponi a raison de rappeler que sa ville de cœur, il a mis des milliards et des milliards, qu'il y a été au moins 10 fois. Et qu'aujourd'hui, en fait, l'épouvantail politique que représente Emmanuel Macron est tel qu'en plus, les Marseillais, qui devraient être un peu charitables envers le président de la République, même si on ne voit pas tout de suite les effets de sa politique, en fait, ils le rejettent massivement, comme, pardonnez-moi, il est rejeté un peu massivement partout sur le territoire. C'est ça, en fait, qui lui revient, me semble-t-il, en boomerang. C'est un constat qu'on a déjà fait. Alexandre, un petit mot? Oui, mais ils ont peut-être aussi le sentiment d'avoir été instrumentalisé. Certes, il a déversé des millions, mais est-ce que c'est ça dont a besoin Marseille? Ou est-ce que Marseille a besoin finalement du même traitement que le reste du pays, c'est-à-dire une politique de sécurité, une politique d'immigration, une politique de pouvoir d'achat, pas forcément du travail, pas forcément qu'on déverse des milliards qui vont aller pour repeindre des bâtiments. Alexandre, on a vu ça dans la politique de la ville, ça n'a pas fonctionné. Puisqu'on disait tout à l'heure qu'une partie du trafic de drogue de Marseille se déplaçait à Nice. Ailleurs. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose qui joue, c'est quand même qu'à Marseille, les différents maires successifs avaient réussi à assurer quand même une forme de vie pacifique entre les différentes communautés. Là, on a des députés insoumis, notamment Manuel Bompard ou Sébastien Deloglus, qui n'ont cessé de jouer la carte identitaire à mort, qui chauffent à blanc justement les différences communautaristes et identitaires, et ça a aussi pourri le climat de la ville de Marseille. C'est-à-dire que tout le travail qui avait été fait avant, aussi bien par la gauche que par la droite marseillaise, pour faire vivre cette ville qui a une culture très particulière, ce travail-là, les insoumis sont en train de l'envoyer valser. Alors j'aimerais qu'on parle de l'interview du père d'Emmanuel Macron. Son père, qui s'appelle Jean-Michel Macron, a accordé une interview à l'Est républicain. Il y affirme que son fils l'avait informé il y a déjà plusieurs mois, il y a 2 mois, de sa volonté de dissoudre l'Assemblée nationale, et donc il ne s'agirait pas d'une réaction aux résultats des européennes. Explication de Juliette Sadat, et je vous passe la parole ensuite. Dans cette interview, le père du président l'assure, la dissolution n'est pas une réaction aux résultats des élections européennes et à la déroute du parti présidentiel. Sa décision de dissoudre n'est pas venue du résultat des élections européennes. Il m'en avait déjà parlé 2 mois plus tôt. Il estimait en effet que l'Assemblée nationale était devenue ingouvernable. Dans les colonnes de l'Est républicain, Jean-Michel Macron envisage une victoire du RN au second tour des législatives et Jordan Bardella à Matignon. J'ai peur que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Maintenant, si les Français le veulent, ils en feront l'expérience, ils verront le résultat.
Il vaut mieux que la France s'en fasse l'expérience pendant 2 ans plutôt que pendant 5 ans. S'il salue le bilan de son fils à l'Élysée, Jean-Michel Macron lui reconnaît quelques maladresses. Mon fils a fait des choses originales, mais il n'est pas suivi. Je suis déçu par certains ministres, comme Bruno Le Maire qui retourne sa veste. Je ne pense pas qu'il ait commis de grosses erreurs, peut-être des maladresses dans ses annonces. Le père du président vit à Amiens, dans la Somme, où a grandi Emmanuel Macron. Il évoque le député du département François Ruffin comme éventuel Premier ministre, avant de qualifier l'insoumis Jean-Luc Mélenchon de fou et les mélenchonistes de grossiers. Voilà pour le père d'Emmanuel Macron. Alors, oui, quoi, il a le droit de s'exprimer. Oui, il a le droit de s'exprimer. Oui. Est-ce que citoyen. Non, mais, qu'on doit l'interviewer? Non mais attendez, franchement, j'essaie de trouver les mots, donc je réfléchis en même temps. Mais pardonnez-moi, mais demander l'avis du père du président. C'est les journalistes qui lui ont posé les questions. Arrêtez. Mais vous avez déjà vu, non mais très bien. Mais en fait, le fait qu'il réponde. Mais ça vous choque pas, ça vous interpelle pas. Mais attendez, c'est pas tant qu'il réponde, c'est qu'il dise. Mais attendez, qu'il était au courant avant le Premier ministre et que l'article de la Constitution prévoit quand même que le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée soient consultés. Mais Emmanuel Macron préfère consulter son père. Battez-vous pour piquer la parole à Monsieur Ferjou. J'allais évoquer ce premier point, et puis le deuxième point, pardonnez-moi, quand vous êtes devant un fiasco, vous essayez de rhabiller, avec tout le respect que je dois à Jean-Michel Macron. Mais attendez, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, c'est le papa qui vient au secours du fiston. C'est le papa qui vient au secours du fiston. Et souvent, quand des psys essaient de décrypter un peu ce qui s'est passé autour d'Emmanuel Macron, on dit, mais en fait, c'est un enfant qui a cassé son jouet, vous voyez. Il a cassé son jouet aux élections européennes. Et bien là, on a le papa de l'enfant qui a cassé son jouet. Vous faites de la psychologie à deux balles, là, non? Non, ma femme me dirait psychologie à quatre sous. Mais non, mais attendez, mais ça continue de creuser ce sillon. C'est-à-dire, il a besoin que son papa monte au créneau pour dire... Non, il n'a pas besoin, il ne lui a pas demandé de faire une interview. Mais attendez, alors, Florian. Vous ne répondez pas quand c'est comme ça. Vous ne répondez pas. Pour le coup, et je vais me faire peut-être l'avocat du diable... Non, mais sans qualifier d'ailleurs ni le père ni le fils de diable. C'est juste pour utiliser l'expression. Emmanuel Macron, il faut le savoir, a de très mauvaises relations avec son père. Il ne se parle pas, ou quasiment pas. Et d'ailleurs, lui-même l'avait dit il y a 3-4 ans dans un entretien. D'accord. Donc, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que ça soit orchestré de la part de l'Élysée. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, c'est qu'il n'a pas parlé de la dissolution en expliquant à son père « Je vais dissoudre l'Assemblée nationale, vous allez voir, tu vas voir la grenade dégoupillée que je vais leur balancer à la gueule. » Non, c'est qu'il en parle en fait depuis des mois de la dissolution au sein du camp présidentiel. On en parle depuis des mois. Oui. Du fait que cette Assemblée nationale est ingérable, que la moindre réforme pour pouvoir passer, elle passe au forceps avec des manifestations dans la rue, des 49.3 qui sont utilisés pour pouvoir les faire passer. Je cite bien évidemment la réforme des retraites ou encore la loi immigration qui est passée dans la douleur. Donc oui, il en a peut-être parlé à son père, mais il n'a pas consulté son père. Et heureusement, j'ai envie de dire, ce qui est incompréhensible, c'est que tout le monde en parle de la dissolution en disant on va y... Bon. Mais tout le monde disait mais on peut pas dissoudre parce que s'il y a dissolution, il y aura encore moins de majorité après. Donc ça sera encore pire. C'est évident que le résultat ne pouvait pas être meilleur. Bon. Eh ben, ça va être encore pire, parce que moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y aura une coalition, on ne sait pas comment, de Waouh, mais là, ce n'est pas des 49.3 qu'il va y avoir, mais c'est tous les jours qu'il y aura un 49.3. Sauf qu'un jour, il y aura une motion de censure. Voilà. Et des motions de défiance. Et des motions de défiance. Donc, ça va être encore plus qu'ingérable. Et donc, c'est quoi la suite? Si à un moment, il y a eu une élection, majorité relative, une dissolution, une majorité qu'on ne sait même pas qualifier. Il faut que le président s'en aille. Mais exactement. La suite logique, c'est de dire, il reste quoi? Surtout qu'il ne peut plus y avoir des solutions, il peut y avoir un débat, un an, pas un an. Okay. Oui, mais pendant un an, on ne peut plus dissoudre. Donc la seule solution, c'est de redonner définitivement le pouvoir au peuple, de dire, on vote. De nouveau. Mais exactement. Et c'est la logique de la Ve République. Aucun président dans le monde, pas le président des États-Unis, aucun président n'a autant de pouvoir que le président français dans la constitution de la Ve République. Et dans l'esprit du général de Gaulle, comme de Michel Debré, le corollaire était très clair. Face à autant de pouvoir, il y a une responsabilité personnelle du chef de l'État face aux Français. Quand un président perd une élection qu'il a lui-même convoquée, là on n'est pas dans le cadre de la fin d'un mandat
d'une législature de l'Assemblée nationale. Quand il perd une élection qu'il a lui-même convoquée, un référendum ou une élection, il s'en va. C'est ce que le général de Gaulle a fait en 1969. Oui, mais ce n'est pas de Gaulle qui veut, monsieur Ferjou, vous le savez bien. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Macron ne respecte pas de toute façon la Constitution. Chirac ne l'avait pas fait non plus. Personne ne l'a fait depuis de Gaulle, personne. Juste pour faire sourire la fin de cette séquence, le père et le fils se parlent plus. Il n'y avait pas la même crise politique. Il y avait une majorité. Cette dissolution. Alexandre, vous voulez rajouter un petit mot? Mais Alexandre, juste sur Jacques Chirac, il y y avait une majorité en face, il y avait une majorité alternative. Mais en plus, je suis d'accord sur le fond avec vous. Moi, je pense que l'esprit de la Constitution a été dévoyé. Et évidemment, le général de Gaulle serait parti en cas de dissolution perdue. Et je suis d'accord aussi avec toi, Jean-Sébastien. Je ne vois pas d'autres solutions. Faut le dire. Hein, on va nous traiter, on va croire qu'on le souhaite. C'est juste qu'il y a une espèce de fuite en avant incompréhensible du pouvoir. Est-ce que c'est un problème même pas idéologique? À la limite, ce que disait Jean-Sébastien, il pourrait être totalement cynique et je ne sais pas, faire un gouvernement François Hollande, je ne sais quelle personnalité de droite, et puis Ruffin et des écolos. Pourquoi pas? Le cynisme, ils en ont tellement qu'ils en seraient capables. Mais de manière mathématique, ils n'ont pas de majorité et encore moins de majorité absolue alternative. Donc le gouvernement va être renversé. Donc la crise politique n'est pas finie, sauf si le Rassemblement national a une majorité absolue ou une majorité relative forte, ce qui n'est pas encore totalement exclu à l'heure où nous parlons, à mon avis. Et quand les crises politiques ne se purgent pas par la politique, ça finit dans la rue. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron serait quand même bien inspiré d'y songer. Allez, dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, même tout de suite avec Simon Guillain sur Europe 1.